Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, nous entendrons Monseigneur Kasmoussa, l'ancien archevêque syriaque catholique de Mossoul. Il réagit aux inquiétudes sur l'avenir de Mossoul qui se font entendre comme celles liées à la coexistence des différentes communautés. Nous reviendrons dans un reportage sur la lettre qui a suscité la polémique dans les Yvelines. Des paroissiens de Versailles y expriment leur refus d'accueillir les migrants. Un reportage qui montre aussi l'implication du diocèse pour les réfugiés. Et puis focus sur une présence chrétienne au salon Kidexpo qui se tient depuis ce matin à Paris. Le diocèse de Paris propose aux enfants de raconter la vie de Jésus avec une grande construction faite de Playmobil. Depuis lundi, les policiers expriment leur malaise avec des manifestations, une exaspération due à plusieurs agressions de leurs collègues. Ce sont aussi les agressions d'enseignants qui ont fait la une de l'actualité ces derniers jours. Quelle réponse pour cette société en tension, comme l'ont nommé les évêques de France dans leur lettre aux citoyens? On y réfléchit avec Jérôme Ancibéraud, rédacteur en chef à La Vie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Avec vous Louis Dauphren, rédacteur en chef de Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. Nous débutons ce journal avec l'avancée de l'armée irakienne 4 jours après le début de l'offensive pour libérer Mossoul de l'État islamique. Karakoche est l'une des plus grandes villes chrétiennes de la plaine de Ninive. Elle est en cours de libération. Mardi, les forces irakiennes y ont investi plusieurs quartiers. Il y a 2 ans, 50 000 chrétiens avaient été chassés de Karakoche par Daesh. Alors, dans le camp de réfugiés à Erbil, l'heure était à la joie. Mardi, comme on le voit sur ces photos, après avoir chanté et dansé, les chrétiens de la plaine de Ninive se sont réunis pour une veillée de prière dans l'église Marthe Shmouni à Erbil. Nous en parlions mardi avec Jean Valette Dozia, vice-président de Fraternité en Irak. Tout est miné et il faut donc de lourdes opérations pour assainir le territoire. Autre incertitude sur l'après, les Nations Unies craignent un désastre humanitaire pour les populations civiles prises au piège des combats. La coexistence future entre les communautés pose aussi question, comme nous l'explique Monseigneur Georges Kasmoussa, ancien archevêque syriaque catholique de Mossoul. Il y aura certainement, après la libération, des discussions peut-être âpres pour indiquer la forme de gouvernement de la ville et de la région. Et ça, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de composantes, de minorités qui sont là. Si on veut vraiment essayer de satisfaire tout le monde, il faut beaucoup de discussions à tête posée et froidement pour pouvoir arriver à une solution. Il y a le danger, le grand danger, c'est que cette question de minorité et de composantes sociales, socioculturelles et religieuses ne soit pas attisée par des pays ou des gouvernements extérieurs. Sa béatitude de Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, a justement lancé un appel à l'unité sociale. Hier, dans un entretien accordé à Asia News, il exhorte les Irakiens à mettre un point final à toutes les disputes et freiner les égoïsmes au nom du bien commun du pays et de la population. En Syrie, une trêve est entrée en vigueur ce matin dès 5 heures à Alep, un cessez-le-feu humanitaire décrété par Moscou pour permettre l'évacuation des blessés. Elle durera 11 heures, soit 3 heures de plus que ce qui était prévu. Hier, au sommet de l'Ukraine à Berlin, Angela Merkel et François Hollande ont demandé au président russe de prolonger la trêve le plus longtemps possible. Après 3 ans de travaux, le centre spirituel et culturel orthodoxe russe a ouvert ses portes hier à 2 pas de la Tour Eiffel. La présence du président russe Vladimir Poutine était initialement prévue, mais les tensions diplomatiques entre la France et la Russie sur la Syrie ont emmené le numéro 1 du Kremlin à annuler le déplacement. La dédicace de la cathédrale aura lieu le 4 décembre sous la présidence de Kirill Ier, patriarche de Moscou et de toute la Russie. Le pape François a reçu aujourd'hui en audience le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Vous pouvez le voir sur les images. Lors de cette rencontre, les échanges se sont articulés autour des bonnes relations entre le Saint-Siège et le Burkina Faso, rapporte un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège. Mardi prochain, une conférence co-organisée par l'Université d'Al-Azhar se tiendra à l'Assemblée nationale à Paris. Elle portera sur le dialogue islamo-chrétien, 6 mois après la rencontre historique entre le grand imam d'Al-Azhar et le pape François.
Une délégation commune des sages musulmans et d'Al-Azhar est en France jusqu'au 1er novembre. Parmi les intervenants d'honneur, l'archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin. Il nous dit l'importance de poursuivre le dialogue islamo-chrétien. Ce dialogue ne doit pas être rivé sur les souffrances actuelles, bien sûr, mais sur le fond de la foi. Qu'est-ce que c'est qu'un chercheur de Dieu? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui prie? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui reçoit de Dieu sa propre vie parce que Dieu est le Créateur, et puis après qui essaye de le transmettre comme un fleuve ou de miséricorde pour les autres? C'est ça qui est véritablement le but. Je donnerai 2 petits critères très simples qu'on trouve dans les écrits du pape Benoît XVI, quand il dit, eh bien, on doit toujours intensifier le dialogue avec ceux qui sont des chercheurs de Dieu, parce que dans leur recherche de Dieu, il y a quelque chose de beau de l'humanité qui se manifeste et qui va nous faire progresser. Et deuxièmement, on doit dénoncer toujours très fermement quand quelque chose qui est reçu comme une vérité donne lieu ou justifie n'importe quelle action de violence. Voilà. Nous vous parlions la semaine dernière de cette lettre qui circule sur Internet et qui suscite la polémique dans les Yvelines. Le texte, non signé, a été publié il y a une semaine. Les rédacteurs se définissent comme des chrétiens de paroisse de Versailles. Ils expliquent pourquoi ils sont résolument opposés à l'installation de camps de migrants dans les Yvelines ou n'importe où en France. L'un des 5 auteurs est sorti de l'anonymat. Fabien Bouglet est conseiller municipal de Versailles, membre du groupe d'hiver droite Versailles Famille Avenir. Notre journaliste Rémi Pem l'a interrogé. Il est aussi allé à la rencontre de l'une des 1000 familles du diocèse de Versailles qui accueillent des réfugiés, ainsi qu'un membre du Secours catholique. Pourquoi, chrétiens, nous nous opposons à l'installation de camps de migrants? C'est par ces mots que commence la lettre diffusée sur Internet et rédigée par des chrétiens des paroisses de Versailles. Fabien Bouglet, un des 5 auteurs de ce texte, nous explique sa démarche. Elle ouvre un débat et surtout, elle ouvre des clés de réflexion. On doit parler des réfugiés de guerre et il est distingué des migrants économiques. C'est fondamental. Dans un cas, il s'agit de familles avec enfants. Dans l'autre cas, il s'agit d'hommes célibataires, musulmans à 95%. On ouvre le débat. Faut-il aujourd'hui, dans la situation actuelle, créer des déséquilibres sociaux aussi importants? C'est notre rôle de chrétien dans la cité, c'est notre rôle d'élu, puisque nous sommes élus chrétiens, d'interpeller nos prélats sur ces questions. Cette lettre ne passe pas inaperçue dans le diocèse de Versailles. Ici, 39 paroisses sont impliquées dans l'accueil de familles de réfugiés et 100 foyers sont volontaires pour héberger chez elles des demandeurs d'asile dans le cadre du réseau jésuite Welcome, auquel participe le Secours catholique des Yvelines. Nous avons lu cette lettre, elle nous paraît tout à fait inacceptable et représenter une minorité de chrétiens dans les Yvelines. Nous sommes témoins que de nombreuses personnes sont investies aujourd'hui dans l'accueil de migrants. Nous sommes témoins de personnes, de rencontres, de richesses formidables à partager, autant pour les familles d'accueil que pour les personnes qui sont migrantes et qui viennent en France. Elles ont beaucoup d'histoires, souvent singulières, souvent dramatiques. Elles ont beaucoup de compétences qu'elles peuvent aussi nous apporter. Anne-Claire fait partie du réseau Welcome. Depuis 4 semaines, cette mère de 3 enfants héberge avec son époux une réfugiée tibétaine après avoir accueilli dans sa famille un Irakien pendant 6 semaines. Et donc c'est là où la personne dort. Dans les médias, ou même avant d'accueillir ces gens, on les met tous un peu dans le même sac. On dit les réfugiés de façon générale. Et puis on ne met pas des individus derrière ça en fait. Et donc je comprends qu'on en ait peur, parce qu'on a l'impression quand on dit les réfugiés qu'on met un groupe derrière. Et cette expérience-là, je trouve ça... Elle me permet finalement de me relier à des individus. Une fois qu'on a un lien avec ces personnes-là, on voit les choses peut-être un peu différemment. Selon un communiqué de la préfecture des Yvelines daté du 14 octobre dernier, 300 à 350 places supplémentaires seront attribuées à des migrants dans ce département à partir de novembre. Voilà, vous l'avez rectifié, il s'agit bien de 100 familles qui accueillent des réfugiés et non pas 1000 comme j'ai pu l'indiquer. Alors on l'a vu, la Compagnie de Jésus est très impliquée dans l'accueil des migrants. Le JRS France a un nouveau directeur, le père Antoine Pomard.
Nommé en août 2016, il a pris ses fonctions il y a quelques jours. À 43 ans, il est juriste en droit international. Il est aussi diplômé en théologie morale de l'Université jésuite de Boston. Il nous livre sa feuille de route. Pour le JRS, ma feuille de route est assez simple. C'est de pouvoir consolider ce que l'on fait de bien, à savoir l'accueil, une expérience d'hospitalité et d'accueil dans des familles pour des demandeurs d'asile et des réfugiés, et puis développer ce que la rencontre des demandeurs d'asile a provoqué, c'est-à-dire des cours de français, un soutien à la formation professionnelle ou un soutien aux démarches de recherche d'emploi, et puis tout ce qui est travailler la défense des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile aux frontières ou alors dans les centres où ils sont hébergés. J'aimerais bien qu'on puisse grandir, en fait, et accompagner davantage les familles et tous les bénévoles qui se proposent pour venir servir, et aussi les demandeurs d'asile, les accompagner de manière plus personnelle pour être sûr que ce qui se passe au JRS puisse vraiment servir de planche d'appui à une vie spirituelle dynamique. La 36e congrégation des Jésuites se poursuit à Rome. Ils sont 215 du monde entier réunis à quelques pas du Vatican. Ils mettent notamment à jour les statuts et les structures de gouvernance de la compagnie. Objectif, chercher une plus grande efficacité apostolique. Et l'un des moments importants de cette congrégation a eu lieu vendredi dernier, l'élection du nouveau père supérieur général. Il s'agit du père Arturo Sosa, un Vénézuélien. Depuis 2005, il était conseiller général de son prédécesseur, le père Adolfo Nicolas. En France, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé hier la condamnation à 2 ans de prison avec sursis du père Dominique Pécou, 70 ans pour atteinte sexuelle sur mineur. En 2008, ce jésuite avait été contraint par sa hiérarchie de se dénoncer. Le prêtre comparaissait pour l'agression de dizaines d'adolescents. De son côté, la province de France de la Compagnie de Jésus redit sa tristesse et ses vifs regrets aux victimes et réaffirme sa condamnation de tels actes. Elle informe que le père Pécou demeure interdit de ministère auprès de mineurs. Sous la juridiction directe du père provincial, le père Pécou quittera la ville de Grenoble prochainement. La manif pour tous saisit la justice 3 jours après le défilé dans les rues de Paris. Le mouvement a déposé plainte pour incitation ou apologie du terrorisme. Sur Internet, plusieurs utilisateurs du réseau Twitter ont commenté la manifestation de dimanche en faisant référence à des actes terroristes. Vous pouvez lire un exemple sur l'écran. La manif pour tous s'est dit également décidée à agir contre ceux qui l'accusent d'homophobie. Une présence chrétienne au salon Kid Expo. L'événement a ouvert ses portes ce matin, porte de Versailles à Paris. Jusqu'à lundi, une centaine d'ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs sont proposés aux enfants. Parmi eux, celui du diocèse de Paris, avec une idée très originale. Découvrir ou redécouvrir la vie de Jésus avec une maquette faite avec des Playmobil. Un autre moyen d'évangéliser, comme nous le dit Françoise de Colbert, la responsable du stand. Ici, c'est apparaît un lieu un peu étonnant et c'est pourtant un lieu merveilleux d'évangélisation. Comme le dit Pape François, il faut partir à la périphérie. Les autres religions, les musulmans, sont très intéressés, même extrêmement attentifs, et les parents suivent, ce qui n'est pas toujours le cas de l'histoire. Et les juifs également, parce que Jésus est un homme historique, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, c'est la culture G pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais il y en a quand même, j'ai eu une remarque l'année dernière d'un musulman qui m'a dit « Bravo, vous les catholiques, on vous voit enfin ». Donc ça, c'était quand même très sympa. Voilà. Mais c'est une grande joie d'être ici, évidemment. Ce stand, il n'a pas d'écran, il n'a pas de bruit, d'éléments qu'on voit partout ailleurs, de tout ce qui est tactile, numérique. C'est vraiment de l'illustration et une grande maquette de Playmobil. Donc on reste vraiment dans l'univers de l'enfant. L'enfant, il a des albums illustrés et l'enfant, il joue avec ses Playmobil. Donc on reste vraiment dans son univers. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des grands yeux et ils regardent, et la maquette, elle est vraiment au niveau des yeux, donc on les voit. Et quand on se met à leur hauteur, on voit Jésus en tout petit devant eux, c'est super. Ah, belle idée. Et on termine avec cette information. Monseigneur Jean-Michel Girard, prévôt des chanoines du Grand Saint Bernard, a été élu mardi à Assise nouvel abbé primat de la Confédération des chanoines réguliers de Saint-Augustin en Suisse. Elle regroupe 9 congrégations de religieux de France, de Suisse, d'Italie, d'Autriche et d'Allemagne. Il succède au père Bernard Bakowski. Et on continue notre édition avec le regard de l'un de nos chroniqueurs sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est le père Venard. Il a choisi comme titre « Des paroles et des actes ».
Des paroles et des actes. Non, je ne vais pas vous parler de l'émission politique du même titre, mais des paroles et des actes, c'est ce à quoi nous invitent à penser nos évêques français, puisqu'ils ont donné deux grands éléments récemment, un sur la politique avec ce grand texte, et puis un deuxième sur la pédophilie. Des paroles et des actes, un beau texte donné par nos évêques. Alors peut-être le plus important dans ce texte, c'est déjà que nos évêques interviennent dans le débat public, rappelant par là que si l'État en France est laïque, la société est une société neutre dans laquelle les hommes d'église, les religieux en général, les baptisés, les croyants peuvent intervenir et c'est bien normal. Non seulement ils peuvent intervenir, mais je dirais même que c'est un devoir pour nous, au nom même de notre foi, d'intervenir dans le débat public. On pensera ce que l'on veut du contenu même du document de nos évêques, que je vous invite à lire et à étudier, mais de toute façon, remercions nos évêques d'avoir pris cette parole publique à l'approche des échéances électorales importantes pour notre pays. Des paroles et des actes, il y en a eu aussi, puisque beaucoup de chrétiens se sont réunis dimanche dernier pour battre le pavé parisien dans le cadre de la Manif pour tous. Cela fait partie des formes normales de l'exercice de la démocratie dans un grand pays. Tant mieux, réjouissons-nous. Des paroles et des actes sur la pédophilie, nos évêques nous invitent à prier pour les victimes. Changement de ton important, remercions là aussi les évêques, remettre les victimes au centre de notre attention. Eh bien, faisons-le avec eux, prions, des actes. Chers amis évêques, messeigneurs, nous attendons aussi de votre part des actes de gouvernement sur ce dossier si délicat, si terrible de la pédophilie dans l'Église. Des paroles et des actes. La prière est à la fois parole et acte. N'hésitons pas, prions sur ces deux grands thèmes. Merci Père. Quelle lecture propose la presse chrétienne dès demain? Réponse tout de suite. Et on commence avec l'hebdomadaire La Vie et une enquête sur le père Anatrella, accusé d'abus sexuels. Jérôme Ancibero. Oui, nous avions lancé cette enquête il y a un certain temps, étonnés par des lenteurs, des réticences que nous percevions dans le traitement du cas du père Anatrella, qui était accusé d'abus sur certains de ses patients. Nous donnons là le résultat de cette enquête rédigée et conduite par Sophie Lebrun et Andrew Münstermann. Merci Jérôme. Pédophilie, où en est l'Église de France? Famille chrétienne propose aussi un dossier sur le sujet avec une question. Le nouveau dispositif mis en place par les évêques de France sera-t-il suffisant? Et puis immersion avec la chorale nantaise composée de personnes en précarité. Elle anime les obsèques des gens de la rue et chantera devant le pape en novembre lors du pèlerinage Fratello. France catholique consacre 8 pages à Sainte Élisabeth de la Trinité. La carmélite française a été canonisée dimanche par le pape François. C'est petite sœur Sophie de la communauté d'Ain Carême qui a rédigé le dossier. Elle nous rappelle qu'Élisabeth de la Trinité est comparable à Thérèse de Lisieux pour la diffusion de ses écrits dès sa mort et par le développement théologique qu'elle a permis. Une très belle photo en une de Réforme qui s'intéresse aux grands fonds marins, moins connus que la Lune. Il regorge pourtant de richesses prometteuses. La journaliste Élise Bernin s'est intéressée à la biodiversité foisonnante des abysses. Limite sort son 4e numéro cette semaine. La revue de combat culturel et politique d'inspiration chrétienne s'intéresse à la notion de travail et pose un premier constat. On a peut-être accès au plus mirobolant gadget, mais on rentre à 20h30 après 2 heures d'embouteillage et une journée de paperasse au détriment de la vie de famille. Gauthier Best, directeur adjoint de la rédaction, propose des réponses à la question « Travailler, pour quoi faire ?» Et puis La Croix élargit son horizon avec le lancement aujourd'hui du site La Croix Internationale en langue anglaise, une sélection quotidienne d'articles de La Croix en langue anglaise, donc une nouvelle proposition pour un public anglophone. Voilà pour votre revue de presse. Retrouvons tout de suite nos éditorialistes. Les policiers crient leur malaise depuis le début de la semaine avec des manifestations sur tout le territoire. Agressions à répétition, conditions de travail, ils sont à bout. Le corps enseignant, lui aussi, n'est pas épargné. En l'espace de 5 jours, 6 d'entre eux ont été agressés. Pourquoi cette défiance à l'autorité? Quelle réponse? On en parle avec nos éditorialistes Jérôme Ancibero de La Vie et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Première question, messieurs, cette colère des policiers, est-ce que vous la comprenez, Jérôme?
Ce serait difficile de ne pas la comprendre après les agressions dont certains d'entre eux ont été victimes, notamment à Viry. Donc il y a des policiers qui ont été agressés gravement, avec visiblement l'intention de les blesser, voire plus. Il y a un policier qui est encore à l'hôpital. Et donc on peut comprendre le ras-le-bol de ce point de vue, d'autant plus que c'est un ras-le-bol qui couvait depuis un certain temps. Je vous rappelle que même si on ne se rend pas forcément compte qu'on est en état d'urgence et que les policiers sont très sollicités. Louis, ces policiers qui se font agresser. Oui, bien sûr, l'exaspération est tout à fait compréhensible. Moi, je dirais que la cote d'alerte, elle est dépassée depuis 30 ou 40 ans déjà dans ce pays. Je me souviens des unes des médias. Il y a, dans les années 80, ça faisait la une quand une voiture de police était caillassée, que des parpaings tombaient du haut des tours, des boules de pétanque, enfin tout cela, c'est le quotidien des gens depuis déjà 30 ou 40 ans. On ne s'en aperçoit pas parce qu'on ne vit peut-être pas dans ces quartiers-là, mais on a le sentiment de découvrir qu'il fait jour à midi. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, et ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie pour une raison extrêmement simple, c'est que personne n'ira chercher les agresseurs, parce que si on va chercher les agresseurs et qu'il faut les punir, eh bien ça veut dire des émeutes. Et aujourd'hui, en état d'urgence, on ne peut pas se permettre d'avoir des émeutes de rééditer 2005 et d'avoir des émeutes partout. C'est pas possible. Donc pour vous, la peur, c'est la peur des émeutes, finalement, qui empêche les policiers d'aller chercher les agresseurs. Vous partagez ce constat ? Pas totalement. Je pense qu'il y a aussi un problème technique. Les policiers eux-mêmes le disent volontiers. Il y a un problème de personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens. Voilà, pas assez de bras, pas assez de policiers pour faire le travail. Et par conséquent, poursuivre des agresseurs, il faut aussi pouvoir le faire. Ce n'est pas simplement une question de volonté. Et donc, il suffit de lire un certain nombre de témoignages ou d'interroger des policiers. Et certains le disent franchement, qu'ils ne font plus ce qu'ils appellent des enquêtes d'initiative, c'est-à-dire ils décident eux-mêmes d'enquêter un peu pour savoir ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les personnels pour le faire. Il y a également les enseignants qui se sont fait agresser, 5 cas ces derniers jours. Alors, cette défiance à l'autorité, comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est difficile, c'est vrai, de l'expliquer en soi. On pourrait s'attendre à ce qu'après ce qui s'est passé à la Grande Borne, il y a eu par exemple des marches blanches, que les populations se mobilisent sur place pour défendre aussi bien les enseignants agressés que les policiers qui l'ont été. Donc ce qui est très difficile, c'est qu'on les sent en première ligne dans des territoires où ils n'ont pas de soutien. Alors est-ce qu'ils n'ont pas de soutien parce qu'il y a l'intimidation des trafiquants ? C'est certainement une partie de la réponse. Est-ce qu'ils n'ont pas de soutien parce que tout le monde profite du trafic ? Il faut voir que l'État laisse faire parce que il y a de l'argent qui circule et l'argent ne sort pas des caisses de l'État, l'argent vient du trafic. Donc il y a une économie informelle qui est tolérée aussi depuis très longtemps. Alors je crois que les policiers sont très seuls finalement au milieu de nulle part, dans une économie où ils n'ont pas leur place parce que le cannabis rapporte des millions. L'école, c'est un petit peu la même chose. L'école, elle est livrée à elle-même sur des territoires qui vivent très largement d'une autre économie. Alors, ils sont là ils sont en lisière en fait entre un État un État de droit, puis un État qui vit, des territoires qui vivent selon d'autres règles. Et vous partagez ce constat aussi que le fait que l'État, finalement, ça peut aussi l'arranger de laisser ces jeunes voyous faire leurs actions. Je n'irai pas jusque-là. Ouais. Je pense c'est un peu cynique, je reconnais. Oui, je pense que ça n'arrange personne. Mais là aussi, il y a des raisons à la fois objectives et subjectives à ce qui se passe. Les raisons objectives, c'est que on remarque que toutes ces tensions n'ont pas lieu dans des quartiers riches, des quartiers où les choses vont bien. Donc il y a des tensions économiques et sociales objectives qui font que ça bouillonne. Voilà. Après, ces tensions peuvent se traduire par des trafics et de la criminalité, ça c'est clair. Et puis après, il y a la question du rapport à l'autorité qui a changé, effectivement, ces dernières années. C'est aussi ce qu'on peut percevoir avec les problèmes que rencontre la police, qui normalement devrait être la détentrice de ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, et qui est contestée même là-dessus. Vous voyez, quand il y a eu les manifestations contre la loi travail, il y a eu des violences policières, mais réelles, mais les médias ont beaucoup focalisé là-dessus.
Et donc les policiers se trouvent dans une situation très compliquée, même subjectivement. Et à l'école, il y a aussi un problème d'autorité, c'est-à-dire que les enseignants qui étaient a priori respectés ne le sont plus maintenant a priori. Il faut qu'ils prouvent, qu'ils prouvent leur raison d'être à leurs élèves, alors qu'avant ils n'avaient rien à prouver. C'était acquis. Les évêques, allez-y, pardon. Non, oui. faut peut-être, c'est vrai, prendre la mesure de la situation. Il faut voir que dans certains quartiers, c'est Scarface, hein. C'est de la délinquance où Tony Montana est le héros, quoi. C'est vraiment, non mais c'est ça. C'est-à-dire c'est une délinquance c'est un mode de promotion aussi sociale. Il y a tout. Moi, j'insiste sur l'économie et la société parallèle en fait qui se met en place avec des codes qui sont tout aussi j'allais dire, codifiées, des règles qui sont tout aussi codifiées que dans des quartiers bourgeois. Mais c'est vraiment une juxtaposition de société. Ce que vous dites, Jérôme, c'est tout à fait vrai, mais ce qui est terrible pour les policiers, c'est que l'uniforme ne les protège plus. C'est ce qu'ils disent. Mon uniforme est devenu une cible au lieu d'être un bouclier. Alors là, ça va être terrible. Je ne sais pas s'il y aura des crises de vocation dans la police. Comment les recrutements vont se faire à l'avenir. On peut aussi s'étonner quand même que des femmes aient été mises ainsi, même à la surveillance d'une caméra, dans un endroit qui était manifestement extrêmement dangereux. Voilà, il nous reste très très peu de temps. Un dernier mot pour conclure. Un mot qui pourrait apporter une réponse à ces problèmes, Jérôme. Je dirais juste que le conflit dans une société, c'est normal. Voilà. Et que toute la question est de savoir apprendre à le gérer, même quand il semble s'exaspérer comme aujourd'hui, même quand la société est en tension. Donc il ne faut pas rêver d'une société sans conflit. Merci Jérôme, merci Louis pour votre regard, merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.